Bonjour, pour ce studio Lacan d'aujourd'hui, nous avons voulu nous intéresser à la jeunesse, à ceux qui les intéressent. Qui sont ces jeunes qui, dès aujourd'hui, font et fondent le monde de demain ? Qualifiée de génération Z, concept venu de la sociologie et repris dans le marketing, elle suit la génération Y et X et Y. Ces jeunes sont nés entre 1995 et 2010. Ils sont digital natives, nés avec le numérique et les réseaux sociaux, les GAFAM, Google, Twitch, Instagram, TikTok. La Gen Z, comme on le nomme parfois, a connu les attentats, la crise financière de 2008, les questions ardentes du climat, du dérèglement climatique, a connu le Covid qui les a spécialement impactés et assignés à résidence, et la guerre en Ukraine, aujourd'hui, à moins de 2h30 en avion. Ces jeunes sont formidablement inventifs et créatifs. Nous verrons quel est leur savoir sur notre époque. Dans la rubrique « Un divan dans le monde », nous avons invité Elisabeth Soulier pour parler avec nous de cette génération Z et la passer au rayon X. Pour l'écho de la culture, Cécilia Naranjo va nous présenter un livre qu'elle a spécialement choisi d'Eliette Abécassis qui s'appelle « Instagrammable ». Enfin, pour la rubrique sur l'actualité de la psychanalyse, nous recevrons Mathieu Siriot qui, lui, va nous parler de la question de la jeunesse et de la psychanalyse. C'est parti. Elisabeth Soulier, bonjour. Bonjour. Nous vous remercions d'avoir répondu positivement à notre invitation à participer à cette édition de Studio Lacan, qui donc sera, pour son divan dans le monde, consacrée à la génération Z. Alors, pour vous présenter, vous êtes anthropologue de formation, vous êtes formé à l'école des hautes études en sciences sociales, et vous avez publié en 2020 aux éditions du CERF un livre intitulé « La génération Z au rayon X ». Alors nous avons souhaité vous inviter car nous voulions en savoir davantage sur ce que les sociologues appellent génération Z, génération que vous connaissez puisque votre travail consiste à accompagner ces jeunes, vous êtes coach. Pour structurer cette émission, vous nous direz d'abord quels sont les traits constitutifs finalement de cette génération, en quoi elle se distingue des précédentes, et puis nous explorerons ensemble ce que cette génération a à nous dire et peut nous enseigner finalement de notre époque, de ses signifiants, de ces discours dans lesquels finalement nous sommes tous pris, quel que soit notre âge. Et une première question que j'aurais voulu vous poser pour situer le débat, pourriez-vous nous dire finalement quel est le cheminement par lequel vous avez été amené à écrire ce livre ? Et puis, donc la génération Z au rayon X. Et puis peut-être d'emblée une autre question en manière d'introduction. Que recouvre ce terme de génération ? Et puis en quoi il est opératoire dans votre champ et votre exercice ? Super. Alors pour parler de mon cheminement, c'est vrai qu'après d'avoir d'abord travaillé sur la population Nahua du Mexique, toute cette zone géographique et culturelle qu'est la Mésoamérique, j'ai décidé quelques années plus tard de m'orienter vers le coaching de jeunes. En fait, parce que j'ai eu l'opportunité d'aller en Seine-Saint-Denis et d'accompagner des jeunes sur tout ce qui était l'analyse littéraire, et je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose qui était demandé de la part de cette jeunesse-là et d'aller un peu plus loin. Et c'est vrai que le coaching a été un des métiers qui me semblait être le plus pertinent pour pouvoir accompagner cette jeunesse.
Et puis j'ai fait une formation au coaching chez Metasystem pour créer un cabinet justement d'accompagnement des jeunes. Et c'est en suivant ces jeunes, en les accompagnant, que je me suis rendu compte que il y avait quelque chose qui les différenciait quelques années après, parce que ça fait déjà une vingtaine d'années que j'ai créé ce cabinet, et que débarquaient un peu dans mon cabinet des jeunes un peu nouveaux, un peu différents, qui posaient des questions qui étaient autres, qui remettaient en cause un certain nombre de choses. Et donc je me suis intéressée justement à ce concept du coup de génération. Donc je suis repartie à l'école des études pour faire un travail justement sur la génération Z, reprendre ce travail de terrain qu'est le propre de l'anthropologue, et donc d'aller faire des terrains ethnographiques, que ce soit en banlieue ou que ce soit dans les tiers-lieux à Paris. D'où la naissance de ce livre, en fait. Ce qui est vrai, c'est que non seulement je trouvais qu'elle était différente, mais j'étais pas la seule à la trouver différente, puisque de plus en plus, on me demandait de plus en plus de parler de cette jeunesse-là. Donc ce sont, pour bien resituer, puisqu'on en a déjà parlé, mais c'est la génération Z, c'est celle qui est née au tournant du millénaire, en fait, au tournant entre 95 et 2010, et on reviendra sur la notion de génération. Et donc c'est vrai qu'elle, par ses comportements et attitudes, par ses représentations et ses imaginaires, par sa manière d'être au monde, de se représenter le temps, l'espace, l'autorité, la relation au savoir, sa relation aux autres, eh bien, elle questionnait les schémas de pensée des générations précédentes. Donc, elle déstabilisait, voire elle irritait, même dans le cadre de l'entreprise, un peu les générations qui les précédaient. Et donc, il y avait un besoin quand même de la comprendre pour lui donner du sens, en fait, à cette génération. D'où l'origine de ce travail auprès de cette génération. Pour répondre peut-être à la question sur la notion même de génération, alors c'est toujours assez ambigu pour moi de parler de la notion générationnelle, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, il y a plusieurs manières de parler d'une génération. Il y a une manière tout simplement chronologique, c'est-à-dire entre telle et telle année, entre 95 et 2010, on va dire c'est la génération Z, elle a été précédée par la génération Y qui était née dans les années 80, etc. Et on peut remonter dans le temps. En plus, il faut savoir que la manière de nommer les générations de manière alphabétique est quelque chose d'extrêmement récente. Elle est née même au moment de la génération Y, où le marketing s'est emparé de cette génération et de ce terme-là, qui venait d'un livre éponyme qui était écrit par Douglas Coupland, un Canadien, qui avait écrit un roman qui s'appelle Génération X, parce qu'il parlait de sa propre génération et du désenchantement du monde de sa génération, qui venait après les baby-boomers, qui avaient pris beaucoup de place, qui prenaient beaucoup de place dans la société et dans le monde. Et donc il disait, mais nous, la génération qui arrive après, elle est un peu sans grande identité, en fait, après les baby-boomers qui avaient construit un monde. Et voilà comment a commencé, en fait, tout simplement l'histoire de ces générations. Donc une génération chronologique. Et puis il y a une autre manière aussi de penser les générations, c'est de se dire ce qu'elle a connu, en fait, pendant les premières années de sa vie, les 20 premières années de sa vie, et qui l'a constitué, qui a travaillé ses imaginaires et ses représentations. Et puis il y a une autre manière encore de parler des générations, c'est de parler de ses valeurs, justement, ses forces, parce que c'est dans le sens valeur, mais ce qui en effet sont vraiment ses traits distinctifs. Alors, justement, un des traits distinctifs que vous relevez dans votre livre Génération Z, c'est celui du ICO. La génération Y, on connaissait le coworking, le covoiturage, le collectif, le collaboratif, bon. Mais il semble que cette génération Z, il rajoute quelque chose qui est le E, le I, écosystème, écoféminisme, mais aussi bien e-réputation, enfin... Donc, au fond, le numérique est toujours au cœur de la question de cette génération. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Oui, et c'est ça peut-être qui crée la rupture, justement, et pourquoi on s'intéresse tant, et pourquoi cette génération est si questionnante, enfin, et pourquoi elle questionne tant aussi le monde. C'est que c'est une génération, c'est la première génération donc qui est complètement numérique, qui n'a pas connu un monde sans le monde digital, et donc qui a construit justement ses représentations et ses imaginaires à partir avec le numérique, en fait. Donc cette rupture, on peut presque parler de rupture anthropologique. Si on reprend peut-être l'histoire de l'humanité, c'est la troisième rupture depuis l'histoire de l'humanité. Si on reste sur le focus de la manière dont sont transmis les savoirs, les informations, les connaissances, et qu'on prend le médium qui permet cette transmission. Et on se rend compte qu'il y a une première rupture qui est probablement entre l'oralité et l'écrit, une deuxième entre l'écrit et l'imprimerie, la troisième justement entre l'imprimerie et le numérique. Et cette rupture-là, c'est cet être au monde, en fait. C'est comment, en fait, je vais me penser et comment je vais interagir avec le monde et prendre ma place dans le monde. Donc ça crée la rupture. Après, c'est pas pour dire que la génération Z n'est que digitale, puisqu'elle est digitale
et physique, elle est dans le numérique et dans le réel, et elle fait ces allées et venues permanentes qui la constituent, en fait, cette espèce de déambulation constante, en fil continu, ces allées et venues qu'elle fait entre ce qu'on pourrait opposer et qu'elle n'oppose plus, en fait. Hein. Justement, vous parlez du figital à un moment. Alors, je rebondis sur, finalement, la façon dont s'établit pour cette génération le rapport à l'espace et au temps. Alors, par rapport à l'espace, il y a un signifiant que vous employez, c'est le mot trans. C'est une génération qui fait jouer le transfrontalier, la porosité des limites entre espace privé et espace public, avec le travail par exemple. Et puis, il y a la question aussi du rapport au temps, où là, finalement, on est aussi dans un rapport qui n'est plus de chronos, c'est-à-dire la chronologie, la durée, mais kairos, c'est-à-dire saisir l'instant et la contingence lorsqu'elle se présente. Et finalement, ces deux rapports, espace et temps, me semblent être quelque chose de caractéristique de cette génération Z, tel que vous le dites. Et j'aurais voulu vous poser cette question, finalement, en quoi ce rapport espace-temps nous renseigne-t-il sur la question de la connectivité et du continuum qui me semble être à l'œuvre pour cette génération ? Pour revenir à la notion du temps, c'est vrai que le numérique, si on essaye toujours de comprendre comment se sont constitués les imaginaires de cette génération, le numérique a annulé la notion de durée. Il n'y a plus de durée. On est dans l'instant présent, en temps réel, en fait, dans un flux continu, etc., d'avoir la possibilité de s'informer, de produire du contenu aussi, parce que c'est une génération qui est née dans le web 2.0, donc elle produit du contenu, des photos, des vidéos, du texte, de la musique, etc. Elle n'est pas simplement, j'allais dire, elle ne subit pas le numérique. En fait, elle est actrice du numérique. Ça, c'est très important de voir qu'elle a toujours quelque chose à faire. Elle crée ses identités numériques, elle communique, elle échange, elle aime, elle se rencontre, elle fait énormément de choses, elle travaille, etc. Donc, il y a ce nouveau temps, en effet, qui est la durée, c'est-à-dire c'est une génération qui ne va pas se projeter dans le temps long. C'est-à-dire, elle n'est plus dans ce temps chronos, le temps physique, quantitatif, qui se distribuait sur un passé, un présent, un futur, sur une ligne droite, et qui amenait vers, justement, d'un moment donné vers une finalité. J'allais dire, aujourd'hui, il n'y a pas la notion de finalité. La finalité, j'allais dire, elle se situe dans l'ici maintenant, en fait. C'est qu'est-ce que je suis en train de vivre ici maintenant, et qui est le temps de mon expérience. En fait, c'est le seul réel sur lequel cette génération a le sentiment de pouvoir agir en plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, puisqu'elle est toujours actrice. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de comprendre aussi cette génération. Le fait que donc elle ne va plus se projeter sur des projets à long terme, sur réaliser quelque chose, mais elle va vouloir s'épanouir, qui est quelque chose de très différent, parce que c'est dans l'instant présent de ce qu'elle est en train de vivre, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle expérimente, de ce qu'elle essaye, qu'elle va pouvoir justement s'épanouir. Donc c'est ça le Kairos. C'est ça, vous dites s'épanouir et non se réaliser. Exactement. Le Kairos, c'est vraiment un temps qualitatif, subjectif, qui a presque valeur d'éternité à partir du moment où elle se dit que c'est là-dessus qu'elle peut agir. Et d'ailleurs, sur un autre domaine, mais quand on parle par exemple de le grand récit de l'écologie de cette génération Z, elle me dit mais les utopies, c'est beaucoup trop lourd à porter, c'est quelque chose d'assez lointain. Ce qui nous importe, nous, c'est d'agir ici et maintenant, localement, et quel est l'impact concret de mon action. Donc on voit encore cette volonté d'agir collectivement, je pense qu'on reviendra sur la notion collective, pour pouvoir s'engager dans le monde, c'est-à-dire être agi et agir dans le monde, transformer et être transformé par le monde. Donc il y a vraiment là quelque chose, en effet, qui se joue. Voilà. En un mot, avant que nous ayons, qu'on interrompe un petit peu pour l'écho de la culture, pour aller un petit peu plus loin sur cette question du trans, vous dites que vous êtes très sensible comme ça à l'identité multiple que cette génération veut développer, et qu'au fond, ils ne se définissent pas tellement en tant qu'individu, mais plutôt en tant que personne, qui évidemment, persona, résonne comme un masque. Il y a d'ailleurs une expression qui dit, comme ça, vous la relevez, n'importe quand, n'importe où, n'importe quel terminal, n'importe quel contenu. Voilà, il y a un acronyme pour dire ça, Atawadak. Voilà. Peut-être un mot. Voilà. Un mot pour le trans, parce que je pense que c'est extrêmement important. Cette génération, elle ne se construit pas sur des binarités, sur des antagonismes, sur des choses qu'on avait opposées, sur lesquelles s'est construite la modernité, en fait. Et elle va, au contraire, relier ce qui était jusqu'à présent opposé. Et elle a une très forte attente par rapport à ça. Donc, ça va être le ici et le là-bas, l'économique et le social, le travail et le jeu, le master
masculin et le féminin, la nature et la culture. C'est vraiment aller dans cet espace, justement, entre des opposés, qu'elle va réunir, qu'elle va traverser, qu'elle va relier en permanence. Elle n'oppose pas, elle circule. Exactement. Pour moi, il y a la notion de mouvement, elle est extrêmement importante. On va y revenir et on va accueillir, pour l'écho de la culture, Cécilia Naranjo, qui a choisi tout spécialement de nous parler d'un livre de Eliette Abécassis qui s'appelle Instagrammable. Bonjour Cécilia Naranjo, vous êtes psychiatre à Bruxelles et vous allez pour Studio Lacan nous parler donc de ce roman d'Eliette Abécassis, Instagrammable, paru chez Grasset en 2021. Et finalement, le titre même de ce roman nous indique déjà que votre écho de la culture n'est pas si indifférent à notre propos aujourd'hui. Alors, peut-être finalement une première remarque pour introduire le propos. Instagrammable, c'est un mot à la mode, un buzzword de la langue de cette génération Z. En effet. Donc, Instagrammable, ce roman, c'est une tragédie contemporaine dont la construction rappellerait le théâtre de boulevard, mais sans les boulevards. C'est-à-dire où des personnages entrent et sortent de la scène du monde, mais dans les seules 2 dimensions de leurs écrans, et où l'intrigue, comme ça, rebondit à l'infini des images qui sont partagées et qui s'échangent sur les réseaux sociaux. Alors du coup, l'histoire se laisse pas facilement pitcher, et ça tient à cette forme où l'auteur procède à une mise en abîme de son propos par cette galerie de portraits, donc de selfies, pourrait-on dire, de cette génération hyper connectée. Alors, je dois dire que c'est un tableau assez sombre de cette génération que dresse l'auteur, donc génération Z. On a dit que c'était Z pour Zoomer, donc l'utilisation de Zoom, mais c'est aussi la dernière lettre de l'alphabet, avec comme ça un horizon de fin du monde, comme vous le releviez déjà un petit peu dans l'introduction, Catherine. La fin du monde, aussi les fins de mois difficiles, une génération qui a passé une partie de l'adolescence confinée, avec maintenant la perspective, avec la guerre en Ukraine, voilà, donc de l'angoisse, mais aussi une urgence à vivre, pour rattraper le temps perdu et avant la mort annoncée de la planète. En témoignent finalement des tics de langage qui sont épinglés dans le livre, comme « T'inquiète » ou qui est écrit TKT, et qui est finalement lancé comme ça lorsque ils sont confrontés à une question un petit peu trop confrontante, justement, ou alors One Life aussi. One Life, c'est une vie avant un passage à l'acte. Bon, moi, à mon époque, quand on se lançait un défi, c'était cap ou pas cap, donc il y avait déjà une question. Là, c'est une vie, donc il y a déjà ce glissement. Justement, le portrait, presque la caricature que choisit Eliette Abécassis de dépeindre dans ce livre, c'est l'Instagrammeuse. Oui, alors c'est le personnage de Jade dans le roman. Alors je vous lis la description qu'en donne l'auteur. Sirène sans mère, beauté fatale, vraie petite poupée Barbie, usant de tous les moyens pour être belle, flamboyante, attirante, photogénique, Instagrammable. Alors, si elle incarne un moi idéal consommateur, la jouissance de l'Instagrammeuse, c'est de capturer tous les regards. Dans une société où la valeur étalon est la photogénie, où l'amour se chiffre en followers, sa vie idéale, c'est un rêve mis en scène par la série des produits appétissants. Les vêtements, les repas, les maris, les piscines, les corps. Experte consacrée, Jeanne détiendrait un savoir sur la féminité dont elle dispense sans compter le mode d'emploi dans des tutos. Son dico
est un impératif adressé à ses milliers d'abonnés. Vis férocement et n'oublie pas de prendre des photos. Mais alors, Instagrammeuse, c'est comme un business ou c'est avant tout un business ? Alors oui, l'Instagrammeuse se vend. Par exemple, sur Insta, on ne met pas au monde un enfant, on produit un Insta-bébé. Devenue une machine infernale, saturée de trop d'objets, mais dotée d'un appétit insatiable, dans un monde où prolifèrent les objets de consommation, Jade creuse en retour une dette infinie envers ses abonnés. Mais qu'un objet lui échappe, et sa férocité se déchaîne. Car la scène numérique, avec ses spectateurs, pousse à l'acte. Cette scène donne à la parole un pouvoir performatif. Elle peut aller jusqu'à mettre à mort l'autre femme en dénonçant et en exposant son obscénité au nom de valeurs féministes, car on voit qu'elle fait par ailleurs sien tous les signifiants maîtres de l'époque. Alors, l'usage des réseaux sociaux semble avancer ce livre. Change donc aussi la donne des rencontres amoureuses ? Alors, Jade ne s'intéresse pas vraiment aux hommes qu'elle traite dans la série des objets jetables. Elle peut conseiller, par exemple, à une toute jeune fille d'essayer un homme comme on essaye une robe. Et le cas échéant, on peut le renvoyer sans frais si le produit ne convient pas. Elle choisit l'accumulation des abonnés, des partenaires dont la séparation, dont la dépendance ne tolère aucune séparation, plutôt que l'amour. Mais il y a un autre personnage dans le roman, Emma, qui est une jeune fille qui n'est pas sur les réseaux sociaux, elle. Eh bien, c'est Emma, l'autre femme susceptible de prendre son objet à Jade, qui est la femme du désir pour Léo. Léo, c'est le beau gosse populaire sur TikTok et donc populaire aussi dans les cours de récréation. Emma, c'est la seule qui n'est pas un clone et elle devient celle qui a ce qui manque à Jade pour avoir Léo, à savoir le manque, justement. C'est ça. Alors donc dans ce roman, il y a d'un côté les histoires d'amour et puis les stories, ou la vie in real life, est-ce qui peut être instagrammable ou instagrammé ? Oui, alors les stories. Quand le zapping devient la modalité d'être au monde, finalement, les stories constituent l'expérience métonymique de la fiction des sujets, sous la forme d'images morcelées. Par exemple, les mains, c'est instagrammable. Les pieds, un bout d'épaule, c'est instagrammable. Les corps de chair, c'est pas instagrammable. Pas d'historisation, comme on a pu déjà le développer au début de l'émission, mais un temps immédiat. Pas d'hiérarchie non plus entre, par exemple, l'actualité d'une attaque terroriste ou l'annonce des soldes, par exemple. Branché, appareillé, toujours disponible et dans l'attente d'un signe. Un personnage du livre, Sacha, une jeune adolescente, suit les stories de ses héroïnes du quotidien, tout en elle-même filmant ce qui l'entoure à travers le prisme instagrammable de la story à venir, la story qu'elle publiera. Ses pires vacances, dit-elle, ça serait celle dont elle ne pourrait tirer aucune story. Je cite, elle dit « Un instant non photographié et partagé ne serait pas réel ». Alors, on voit tout au long du livre que réalité virtuelle et le monde extérieur se brouillent. Et parfois, les images vacillent, un kévoï peut affleurer. Et c'est justement quand il y a rencontre des corps que les actes manqués virtuels se produisent. Finalement, alors, de ce roman, quelle est la valeur d'usage qu'on peut en tirer, la valeur symptomatique ? Alors, finalement, est-ce que c'est plutôt un mode de lien social ou un traitement du réel que ça permet ? Alors, si pour ces jeunes, le smartphone, c'est un partenaire qu'ils invitent au plus intime de leur vie,
Alors oui, c'est aussi, ça peut être aussi le cordon ombilical qui les relie à la bande des petits autres. On voit dans le roman que c'est aussi le réceptacle des traces de ce qui reste quand rien n'est historisé. C'est un refuge pour Léo. Léo qui se dit coupé en deux dans une famille qui a été éclatée, décomposée par Tinder, justement. Le portable, c'est aussi un objet transitionnel pour Sacha, qui va créer comme ça des montages vidéo parodiques pour se séparer de sa mère. Parce que c'est aussi, Instagrammable, c'est aussi un roman sur la rencontre avec le sexuel chez une adolescente dans un monde où l'œil absolu du grand autre vient redoubler l'œil de sa mère devenue omnisciente par l'intermédiaire de logiciels de surveillance paternelle comme Custodio. Alors, pour conclure, Instagrammable reste une fable très pessimiste, trop peut-être, à mon sens, sur l'intrusion du virtuel dans nos vies. Une fable donc dans laquelle la jeune héroïne, désormais doublement captive, là, aura un choix à faire, un choix décisif et sans retour entre deux réalités. Merci Cécilia. Pour reprendre notre discussion, Elisabeth Soulier, votre livre, lui, n'est pas pessimiste quant à cette génération et souligne plutôt tous les versants créatifs et les réponses inventives qu'il peut avoir. Et donc, on parlait là tout à l'heure de la question de la circulation. Au fond, c'est une génération qui n'aura pas connu les structures, les institutions, les discours établis, mais qui d'emblée sont rentrés dans un monde en mouvement et dans lequel ils circulent. Peut-être vous pourriez nous parler de ce que vous avez relevé dans votre ouvrage, des réponses que ces jeunes amènent à cette chute, à cet effondrement des institutions, leur façon à eux de répondre, par exemple, à ce monde qui va très vite, la circulation. Eh bien, eux, par exemple, vous disiez « ils chill », ou bien, enfin voilà, peut-être vous pourriez nous... Oui, je pense qu'il y a un jeu, oui. J-E-U, au sein de cette génération. Et quand on ne le perçoit pas, par exemple, ce jeu identitaire avec lequel elle travaille, etc., et qu'on ne perçoit pas tout le temps, alors qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui se joue là. Il y a vraiment un jeu de passe-passe, un jeu d'apparition-disparition. Et c'est pareil dans la manière qu'elle a par rapport à des structures, d'être toujours dans des systèmes un peu interstitiels, de pouvoir... le sociologue Zygmunt Bauman parlait de société liquide. C'est une génération un peu liquide en ce sens qu'elle n'est jamais là où on pense qu'elle va être. Elle est sur Instagram, mais elle n'est pas que sur Instagram, elle est sur plein d'autres choses qui vont lui permettre justement de montrer des parties d'elle qui ne sont pas du tout ce qu'elle va pouvoir montrer sur Instagram. Elle est faite de multiples facettes, de multiples identités avec lesquelles elle va se jouer. Et c'est pareil pour les espaces, elle n'est jamais... Là où elle habite de manière, elle habite de manière momentanée, mais jamais de manière fixe, tout ce qui est immobile, etc. Et pour elle, en effet, sujet à une forme d'ennui, donc d'où la notion de mouvement ou de nomadité d'ailleurs, qui n'est pas que spatiale et qui est temporelle, cognitif, professionnel, identitaire, etc. Donc je pense qu'il y a aussi tout ça. Cette notion de jeu qui ramène à un jeu JE d'ailleurs, sur lequel, quand on le perçoit pas, on a l'impression de voir quelque chose d'assez anxiogène. Or, cette génération, elle peut être inquiète par rapport au monde tel qu'il devient et son incertitude, mais elle n'est pas tant inquiète sur elle-même d'ailleurs. Très souvent, quand justement je l'interroge, elle peut se sentir perdue, questionnante, mais ce n'est pas pour autant une anxiété forte, enfin qui va amener à une pathologie qui pourrait lui dire qu'elle n'arrive pas à vivre non plus et à être au monde. Par contre, c'est vrai que par rapport à des problématiques qu'elle peut rencontrer, en particulier l'écologie, parce qu'on sait que la problématique du changement climatique, de la perte de la diversité au sein de la nature, etc., cette séparation qu'elle vit de manière profonde entre la nature justement et ce qu'on pourrait appeler la culture, ça c'est quelque chose en effet qu'elle ressent, qu'elle perçoit beaucoup. Donc c'est une génération nomade,
liquide, difficilement, qui ne se laisse pas assigner à résidence, justement, qui se joue de beaucoup de ces identités, de ces espaces. Oui, vous parlez de mobiquité à un moment. Exactement. Alors finalement, moi je rebondissais à partir de ce terme, vous montrez bien que finalement le lien social s'établit non plus verticalement, qu'il n'est plus en lien avec l'autorité instituée, mais plutôt horizontal, que c'est un lien qui se fait en réseau, où on retrouve la connectivité, le continuum. Et je trouve que vous rendez bien dans votre ouvrage comment, lorsque l'on ne s'appuie plus sur la tradition et la routine, eh bien, on est amené à inventer quelque chose au singulier. Alors, il me semble que vous montrez bien cet aspect-là du bricolage, c'est un terme que vous reprenez. Est-ce que vous pouvez un peu développer cet aspect-là? Parce qu'il me semble que c'est un trait assez important de cette génération. Oui, le fait de se construire à fur et à mesure, en fait, chemin faisant. Je dis qu'elle habite poétiquement le monde. Je reprends ce terme-là que j'aime bien parce qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire, dans la leçon de poésie, c'est l'acte créateur. Et donc, elle construit à fur et à mesure. Elle commence quelque chose, elle renonce, elle repart. On se dit, elle est pas persévérante. Mais en fait, je crois que ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'elle est en train de chercher dans ce vaste monde, dans ce qu'elle est en train de vivre, ce qui lui correspond, puisqu'elle a un indicateur interne et subjectif qui s'appelle sa notion de bien-être. Et dans mon livre, je parle un peu de ce jeu de mots entre bien-être et bien-être, naître à soi-même, à sa propre vie, etc. De reprendre un peu les rênes de ce qu'elle est, de sa singularité, au sein d'une forme de pluralité d'ailleurs, parce qu'elle se décline au pluriel, on l'a bien vu. Et donc, c'est comment, en effet, elle va construire ça. Et là, c'est un peu comme si elle voyait que la modernité qui s'est inscrite sur un certain nombre d'institutions qui étaient très structurées, que ce soit les églises, les partis politiques, les syndicats, l'entreprise, l'éducation nationale, aujourd'hui, était arrivée dans une forme un peu au bout de course, ou en tout cas une forme de faillite, parce qu'elle ne rendait pas forcément le monde heureux. Et donc, elle est en train de réinventer, de trouver les chemins dans un labyrinthe tout à fait nouveau. C'est amusant que vous ayez parlé de ce Z qui ferme en effet l'alphabet, parce que pour moi, c'est une génération, justement, qui va permettre ce passage. C'est-à-dire, on parle de génération sacrifiée, c'est peut-être dans ce sens-là, c'est-à-dire que elle est entre deux mondes, justement, elle est entre cet ancien monde qu'elle est en train de re-questionner parce qu'elle n'y trouve pas du sens, pour aller vers autre chose qui est encore un labyrinthe un peu inédit, encore inexploré, et qu'elle essaye elle y va à tâtons, en fait. Alors, vous dites d'ailleurs qu'il valorise beaucoup le féminin. Et à de multiples endroits, vous en prenez des exemples, au fond, un peu pêle-mêle comme ça. C'est pas une génération de propriétaires. Ce n'est pas, ils préfèrent partager, avoir du seconde main, donner plutôt que d'acheter. Enfin, vous donnez comme ça beaucoup d'exemples. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que c'est une génération plus marquée par, non pas par l'avoir, mais plutôt par la question de l'être? Oui, par le devenir même, probablement, avec quelque chose. Je suis celui que je deviens, en fait. C'est un peu ça. Après, elle est pas sans paradoxe, cette génération, parce qu'elle consomme, elle va sur Chine pour consommer de l'ultra fast fashion, et en même temps, le fameux et en même temps, elle va aller sur une économie de seconde main, etc. Il faut pas non plus la rendre romantique, faire tout un roman de cette génération en disant elle est juste parfaite. Elle est pleine de paradoxes, et je pense que les paradoxes justement qu'on peut relever chez cette génération, elle est du fait qu'elle est entre justement deux mondes, et que le choix, j'allais dire, de ce que va être ce monde possible et désirable qui est ce monde d'après, et n'est pas encore fait en fait complètement. Je pense que c'est la génération d'après qui va peut-être complètement s'y engouffrer, mais il y a quelque chose en effet qui fait que cette génération est très frontalière pour moi. Alors juste pour terminer, parce que le temps passe très très vite, vous citez à la fin de votre ouvrage une artiste qui, pour vous, représente le mieux cette question. Vous avancez même un mot, la maternance. Cette artiste, elle est japonaise. Peut-être vous pouvez nous en parler en 2 secondes. Chiharu Shota. Alors très rapidement, Chiharu Shota, c'est vraiment une artiste japonaise qui vit à Berlin et qui a créé ces grandes installations qui sont de fils, avec des fils qui peuvent être soit blancs, soit rouges, soit noirs, etc., différentes couleurs.
Et en fait, elle crée, et c'est pour ça que je l'ai utilisé comme une métaphore peut-être de ce monde tel que décide de l'habiter, peut-être, ou cherche à l'habiter la génération Z. C'est un monde justement où elle fait une forme de bricolage. Et j'aime bien cette notion de bricolage anthropologique de Lévi-Strauss, qui est comment elle va bricoler avec ce qu'elle a, avec des choses assez simples en fait en l'occurrence, parce que ce sont des fils, que ce soit de coton, de nylon, de couleurs un peu différentes, mais ça reste que des fils. Elle a quelques clous, un marteau, et puis avec ça, elle crée des espaces, j'appelle ça des antres, des lieux qui représentent parfois des cocons dans lesquels on peut rentrer, des grandes structures, des grandes installations, et dans lesquels on peut rentrer, dans lesquels on peut sortir, qui sont une forme de porosité, de souplesse, où il y a l'intime et l'extime, l'intérieur, l'extérieur, le ici et le là-bas, justement tout ce jeu avec lequel se joue justement cette génération Z. Comment j'ai le sentiment que ça dit quelque chose de ça. Et puis il y a ce côté très mater, qui est ce féminin justement, qui est peut-être tout ce qui est lié à la réceptivité, la bienveillance, l'écoute, le partage, le prendre soin, toute cette éthique de la sollicitude qu'attend beaucoup cette génération Z et qui est dans ces imaginaires-là. Oui, au fond, elle est un peu paradigmatique de ce que vous dites à un moment pour la génération Z, c'est que le lieu est là où se tisse le lien, d'une certaine manière, et on retrouve ça avec ces rhizomes qu'elle construit, en fait, cette artiste. Exactement, et le lien est producteur de sens. Voilà, on n'a pas parlé du sens, mais la quête de sens de cette génération Z, elle se situe au corps même des liens qu'elle construit au fur et à mesure, qu'elle nourrit, qu'elle coupe, qu'elle renoue, et d'où cette très jolie image de Chiaruchota. Bien, merci beaucoup Elisabeth Soulier pour cette discussion qui nous a permis d'avancer sur cette fameuse génération Z dont on entend tant parler. Et puis entre autres choses, finalement, retenons que votre travail auprès des jeunes, parce que vous avez un travail d'accompagnement au quotidien, vous a permis de repérer et souligner cette valeur de bricolage, d'invention qui nous a semblé relativement essentielle. Lorsque la tradition et la routine finalement ne sont plus un appui, il s'agit d'inventer. Nous allons maintenant passer à la troisième séquence de cette émission, l'actualité de la psychanalyse, qui va nous être présentée par Mathieu Siriot. Bonjour Mathieu Siriot, vous êtes psychanalyste et vous allez nous parler de la jeunesse et la psychanalyse. Oui, donc je dirais pour commencer que la jeunesse a été et demeure une actualité permanente de la psychanalyse, et ce car elle constitue un des principes sur lesquels repose le discours analytique et le dynamisme d'une école de psychanalyse pensée par Lacan. Alors précisément, quel rapport Lacan entretenait-il avec la jeunesse ? Alors, donc tout d'abord, on peut dire que Lacan a toujours fait une place de choix à la jeunesse. Lui-même se donnant avec humour 5 ans d'âge mental, c'est-à-dire un esprit avant l'apparition des exigences surmoïques, a toujours ouvert les portes de son école et de son séminaire à des jeunes et qui plus est non-analystes. Jacques-Alain Miller en témoigne dans l'ouvrage « La naissance du champ freudien », publié récemment en espagnol, lorsqu'âgé de 20 ans, étudiant en philosophie et pas encore analyste, il intervenait dans le séminaire de Lacan et entrait dans son école. Jacques-Alain Miller raconte qu'à ce moment, Lacan ne lui a jamais dit « S'il vous plaît, attendez de vieillir un peu ». Lacan a de plus constamment cherché à s'adresser à la jeunesse, par exemple en dialoguant sur les marches du Panthéon avec la jeunesse étudiante et révolutionnaire de mai 68, ou en suscitant dans ses séminaires à ce qu'une remarque nouvelle, jeune, se fasse entendre. Les jeunes analystes, il les qualifiait d'ailleurs de rhinocéros, au sens où, selon lui, ils avaient toujours raison. C'est-à-dire que leur ignorance, leur fougue, amenait toujours du nouveau dans la pratique analytique, au-delà des sentiers battus par l'expérience et par la connaissance d'un savoir trop établi. Les jeunes sont aussi les vecteurs des signifiants d'une époque et des discours qui y sont véhiculés. Dans la pratique d'une école de psychanalyse, ils enrichissent ainsi le travail de lecture et d'interprétation du malaise contemporain et des nouveaux symptômes. Faire une place aux jeunes et à la jeunesse ne se réduit pas uniquement à la transmission de l'enseignement de Jacques Lacan aux générations à venir, mais semble être un des principes de son école.
Mathieu Serriot, est-ce que vous pourriez expliquer davantage justement ce dernier point, surtout que vous évoquiez au début de votre propos, que le discours analytique repose sur la jeunesse, oui. C'est-à-dire que la racine grecque, et ça c'est suite à votre invitation donc de réfléchir sur la jeunesse et la psychanalyse, j'ai donc trouvé ça que la racine grecque donc de jeunesse est néos, qui veut dire nouveau. Or, le signifiant nouveau, il me semble, est en fondement du discours analytique. Le signifiant jeunesse, de par son étymologie, incarne la singularité du discours analytique et de ce qui fonde une école de psychanalyse. L'année où Lacan s'adresse aux étudiants de mai 68, il prononce dans son séminaire 17 que le discours analytique est l'envers du discours du maître. Ou pour le dire autrement, que le discours analytique est subversif car il amène toujours quelque chose de nouveau par rapport au discours courant, commun d'une époque donnée. Freud en a été l'initiateur. Dans les 3 essais sur la théorie de la sexualité, l'inventeur de la psychanalyse apporte un souffle nouveau sur la sexualité lorsqu'il va à l'encontre de la doxa de l'époque qui considérait l'homosexualité, l'hermaphrodisme et la sexualité de l'enfant comme des signes de dégénérescence. La norme admise, comme il l'écrivait, concevait la sexualité uniquement du côté de la reproduction entre un homme et une femme. Le discours analytique, comme le formulera plus tard Lacan, est le seul discours qui n'est pas du côté de la domination et qui fait une place à la singularité de chaque être parlant, qu'il soit analysant ou analyste. Donc pour la psychanalyse, et la jeunesse ou le nouveau irait de pair avec la singularité. C'est ça, et ces principes fondent, il me semble, pour Lacan, une école de psychanalyse. C'est bien parce qu'il n'y a pas le signifiant idéal de l'analyste, le modèle de ce qu'est l'analyste, que se maintient la recherche singulière et nouvelle de chacun à essayer de le définir. L'école, comme le dit Lacan et le précise Jacques-Alain Miller à plusieurs reprises, doit rester un lieu d'ignorance, de jeunesse, dirions-nous, pour permettre une authentique recherche désirante et décidée au un par un. À l'image d'une analyse, l'interprétation dans un collectif d'analystes vise ainsi à maintenir cette place du nouveau, d'émergence d'un savoir nouveau qui ne trouverait de sens ultime, idéal, c'est-à-dire universel. Le contraire ferait du discours analytique un simple savoir universitaire sur la psychanalyse. La pratique en tant qu'expérience et ses effets en viendraient alors à disparaître. C'est par le maintien d'un signifiant manquant, S de grand tabaret, d'un certain non-savoir sur ce qu'est l'analyste, que perdure au sein d'une école l'accueil de la singularité de chacun et des générations à venir. Le signifiant jeunesse ou néos incarne par excellence ce lieu et cette passion de la docte ignorance des travailleurs décidés d'une école, cette mise en tension qui permet au discours analytique de rester subversif et vivifiant. Et c'est bien parce que le savoir de l'analyste et de la psychanalyse est maintenu incomplet, et donc à chaque fois à réinventer, que dans la pratique, l'accueil de la singularité de chaque analysant est de mise. Comme le précise Jacques-Alain Miller dans un ouvrage qui se nomme « La solution trans », je le cite, « Nous accueillons un par un des sujets en souffrance qui ne parlent le langage d'aucun groupe, mais celui de leur singularité. » Fin de citation. Au-delà des grandes catégories nosographiques d'aujourd'hui ou des profils généraux de la psychologie, la singularité de chaque sujet est transclinique pour la psychanalyse lacanienne. Et donc c'est dans ce sens que la psychanalyse rejoint la jeunesse et la subjectivité de son époque. Tout à fait, et donc comme votre invité l'a très bien démontré dans son ouvrage, la génération Z, en recherche de singularité, passe d'une communauté à une autre, d'un groupe d'appartenance à un autre. La fluidité contemporaine, en recherche de liberté, de singularité, ne se laisse pas attraper par les discours idéologiques qui fixeraient une identité, voire une appartenance trop marquée. À l'image de la jeunesse d'aujourd'hui mondialisée, le signifiant psychanalyse est lui aussi transfrontalier, suite à la création en 1992 par Jacques-Alain Miller de l'Association mondiale de psychanalyse. Précisons donc que l'AMP comprend 4 écoles en Europe,
l'ECF en France, la SLP en Italie, l'ELP en Espagne et la NLS qui est la première école de langue anglaise regroupant plusieurs pays d'Europe et les États-Unis, et 3 autres écoles en Amérique, l'EOL en Argentine et en Uruguay, le BP au Brésil et la NEL qui comprend le Pérou, l'Équateur, le Venezuela, Cuba, la Colombie, le Guatemala, Mexico et le Chili. Bon, pour finir juste, oui. Je voulais dire que donc les jeunes analystes oui. de ces 7 écoles de psychanalyse, donc réparties dans le monde entier, qui composent donc l'AMP, utilisent les moyens de communication et de connexion de la génération Z pour mettre à l'épreuve leur désir de travail. Formidable. Merci Mathieu. Voilà, il ne nous reste plus qu'à désirer ce monde à venir, un peu baroque, mais plein de créations et d'inventions. Cette émission est maintenant terminée. Dominique, nous allons donner rendez-vous samedi prochain à 18h30 pour une nouvelle émission de Studio Lacan. À bientôt.